Chose promise, dans l'épisode 4 du podcast du Diplo, celui de juin 2020, on s'intéresse en longueur avec Frédéric Lordon à une querelle ésotérique qui est passée largement inaperçue au cœur de la zone euro. Querelle rendue plus sensible encore par la crise du coronavirus. Es wird folgendes Urteil verkündet. Karlsruhe, le 5 mai dernier. C'est le président de la Cour constitutionnelle allemande qui parle. Andreas Voskuhle commence l'énoncé du verdict, au nom du peuple. Im Namen des Volkes. Meine Damen und Herren, was folgt? Mesdames et messieurs, ce qui découle de tout cela pour les organes de l'État allemand. En raison de leur responsabilité en matière d'intégration européenne, le gouvernement fédéral et le Bundestag doivent, dans le cadre du PSPP, exiger de la BCE un contrôle de proportionnalité. Ultimatum de 3 mois est donc fixé à la BCE, la Banque Centrale Européenne, pour fournir ce contrôle de proportionnalité, sans quoi la Bundesbank, la Banque Centrale Allemande, cessera de participer au PSPP, ce programme de rachat des dettes des États européens par la BCE. Le contentieux qui oppose les juges allemands et les juges constitutionnels européens, ceux de la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, fait l'objet d'un article dans le Diplo de juin 2020. Union européenne, zizanie chez les sages, c'est son titre. Première question à son auteur, Frédéric Lordon, on voulait savoir s'il avait regardé le rendu du jugement par Andreas Voskuhle sur YouTube. Honnêtement, non. Bon. Au début de son papier, Frédéric Lordon écrit au sujet de cette histoire de PSPP « Pas de quoi a priori faire le décor d'une rixe à coups de toge et d'hermine. » Puis aussitôt, en fait, il y a de quoi. Alors, parce que le problème est tout de même de taille, mais il faut le reprendre méthodiquement. Et il m'est venu une métaphore de cinéaste, c'est-à-dire je pense que ce qui serait peut-être utile, c'est en partant de très très loin, par réglage successif de la focale, de procéder à des plans de plus en plus serrés qui nous amènent à l'objet présent du litige. Alors, si on part d'un plan très très vaste, la première chose à dire, c'est il y a la question monétaire en Allemagne. La question monétaire en Allemagne est l'objet d'une problématisation particulière. Je n'y reviens pas davantage. On sait assez en quel legs de l'histoire cette problématisation monétaire dans la société allemande consiste. Je dis juste au passage que, précisément, en tant qu'il s'agit d'un legs de l'histoire, c'est une formation imaginaire et symbolique qui passera avec l'histoire, mais sous le surplomb de laquelle, pour l'instant, nous nous trouvons. Donc, il faut faire avec. Donc, ça, c'est le premier point. Il y a la question monétaire en Allemagne. Plan un tout petit peu moins large. Plan surprise. En dépit de cette idiosyncrasie monétaire, l'Allemagne est entrée dans une construction commune avec d'autres pays, ceux qui forment, comme on sait, l'eurozone. Alors évidemment, on imagine sans peine combien ça a dû lui coûter, puisque en général, les idiosyncrasies, spécialement l'idiosyncrasie monétaire allemande, qui est cognée, sont réticentes aux compromis et aux transactions. Alors il y avait des raisons plus vastes qui ont convaincu l'Allemagne d'entrer dans ce, ouvrez les guillemets, progrès supplémentaire de la construction européenne, en quoi consistait la construction de l'eurozone, mais c'est une acceptation qui n'a pas été sans condition. Et la condition en question a consisté en l'établissement de tous les garde-fous possibles et imaginables pour que l'idiosyncrasie monétaire allemande, son modèle particulier, soit parfaitement préservé. Et ce garde-fou, il a pris la forme des traités européens, c'est-à-dire d'une opération juridique qui a consisté à inscrire les principes de l'ordre monétaire allemand, prêter à toute l'eurozone, inscrire ces principes dans des textes à valeur constitutionnelle qui ont été sacralisés, c'est-à-dire soigneusement tenus hors de portée de toute chose qui pourrait ressembler à une redélibération démocratique ordinaire. Donc, pour faire une image, en quelque sorte, les traités, c'est
L'anxiolytique, c'est le Lexomil juridique pour calmer les angoisses de l'Allemagne en matière monétaire. C'est pas mal ça, les traités européens comme l'exomil juridique pour apaiser l'Allemagne. On parle de Maastricht 92 là. Oui, on parle de Maastricht, mais qui n'a pas, je veux dire, ce dispositif-là n'a pas cessé d'être confirmé avec le traité d'Amsterdam, celui de Lisbonne, les traités additionnels, etc. depuis. Mais effectivement, l'idée générale, elle est fixée dès le traité de Maastricht en 1991-92. Bon. Tour supplémentaire de manivelle. Donc, 1. La question monétaire en Allemagne. 2. Les conditions évidemment très particulières et très rigoureuses par lesquelles l'Allemagne accepte de mêler son idiosyncrasie monétaire à d'autres pays dans une construction commune. Troisièmement, il en résulte évidemment que si les traités sont le lexomil monétaire à l'usage de l'Allemagne, la problématique, disons constitutionnelle, la problématique de la conformité à, ouvrez les guillemets, la loi fondamentale européenne, spécialement en matière monétaire, devient d'une importance tout à fait cruciale. Alors la question là, c'est qui contrôle cette conformité à la loi fondamentale en général, et en particulier en matière monétaire. Bon, la réponse qui est spontanément donnée, c'est la Cour constitutionnelle européenne, à savoir la Cour de justice de l'Union européenne, que d'ailleurs, par une boulette dans l'article, les lecteurs vigilants l'ont fait remarquer, j'ai localisé à La Haye, je ne sais pas ce qui m'a pris, alors qu'en fait, elle siège à Luxembourg. Voilà. Bon. Donc, la réponse logique et spontanée, c'est la Cour constitutionnelle européenne opère le contrôle de constitutionnalité européen. Sauf que la Cour constitutionnelle allemande dit là, hop là, minute papillon, pas si vite. Non. Il y a un problème fondamental qui tient à la nature de la construction politique européenne. Et, disent les juges constitutionnels allemands, le contrôle de constitutionnalité portant sur la loi fondamentale européenne pourrait échoir à une Cour constitutionnelle européenne si l'Union européenne était dotée de tous les attributs d'une communauté politique démocratique souveraine. Mais, dit le juge constitutionnel allemand, ça n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune instance, il n'y a aucune institution dans le dispositif institutionnel d'ensemble de la construction européenne, et en particulier pas le Parlement européen, qui puisse passer pour être l'authentique dépositaire de quelque chose comme une souveraineté démocratique européenne. Dans ces conditions, on ne peut pas accorder la qualité de communauté politique pleinement constituée à l'Union européenne. Par conséquent, cette communauté conserve un caractère international, ou disons, en pratique, intergouvernemental. De là que les juges constitutionnels nationaux continuent d'avoir leur mot à dire. Et tu comprends, c'est pas du tout une querelle médiocre que soulève le juge constitutionnel allemand. C'est même une question, tout à fait fondamentale. On est obligé, je veux dire, moi j'ai été suffisamment critique du rôle de l'Allemagne dans les péripéties européennes de ces dernières décennies, mais enfin, on est obligé de constater que le juge constitutionnel allemand est le seul qui fasse authentiquement de la politique. C'est-à-dire qui pose des questions de philosophie politique, à savoir des questions qui sont systématiquement exclues, et ça n'est pas un hasard, de tout le débat public européen à l'intérieur ou à l'extérieur de ces institutions. C'est donc une querelle qui est tout à fait fondamentale. Par conséquent, le juge constitutionnel allemand, refusant sur ces bases qui méritent très largement d'être discutées, la prérogative de la CJUE dans le contrôle de constitutionnalité européen dit « moi, j'ai mon mot à dire », et là, il se trouve que je vais le dire, et je vais le dire particulièrement autour de la question de la conformité à la loi fondamentale européenne, des actions d'une institution particulièrement importante dans l'ensemble, qui est la Banque centrale européenne. Là, tu vois, là, on commence la focale commence à se resserrer. Là, on arrive vraiment, dans un plan resserré. Et il se trouve que le juge constitutionnel allemand a été saisi par, je sais plus combien de centaines de plaignants il y a. Bref, le juge constitutionnel allemand a été saisi. Il a été saisi, donc, il rend sa copie et il a été saisi sur l'un des programmes
que la Banque centrale européenne a mis en place en 2014 ou 2015, je ne sais plus exactement, qui est un programme de rachat des titres souverains qui sont émis par les États membres sur les marchés financiers. Et c'est un point qui est particulièrement crucial parce que c'est là-dessus que s'opère l'articulation des problématiques de la politique monétaire à proprement parler et les problématiques des politiques budgétaires et financières des États membres, avec toujours cette hantise, alors là on en revient à la question monétaire allemande dans toute sa splendeur, cette hantise du financement monétaire des déficits budgétaires, la chose à éviter par-dessus tout, et donc c'est la raison pour laquelle évidemment, il y a des gens en Allemagne qui sont très inquiets de toutes ces choses que fait la Banque centrale européenne. Alors, c'est là que, si tu veux, il y a une espèce d'effet d'entonnoir. Tu vois, on est parti de choses tout à fait grandioses, de problématiques très importantes, très fondamentales et très légitimes sur y a-t-il ou non une souveraineté démocratique européenne, à qui échoit la prérogative du contrôle de constitutionnalité, etc. Et puis ça se resserre sur ces histoires de politique monétaire. Et alors là, c'est vraiment le petit goulot de l'entonnoir. On en vient à des questions de corne-cul qui sont à la limite de l'argussie et qui tournent autour précisément de cette histoire de proportionnalité. Parce qu'il fallait bien trouver un petit truc sur lequel étayer le grief, n'est-ce pas? Et c'est tout ce que le juge constitutionnel allemand a trouvé, ce truc de proportionnalité. En allemand, on dit Verhältnismäßigkeit. Und nach Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten abwägen müssen. Bon, alors, ça devient un peu misérable à ce moment-là, mais bon, je veux dire, le papier du diplôme expose un petit peu l'argument, mais pour dire la chose très très rapidement, des règles de proportionnalité, il y en a plusieurs qui tournent autour de cette question et on sait pas trop à laquelle il faut se confier. Il y en a au moins 3. Donc, la règle de proportionnalité qui est supposée régir les opérations de la Banque centrale européenne quand elle intervient sur les marchés obligataires pour racheter des titres souverains européens. La première règle de proportionnalité, c'est que la Banque centrale européenne, quand elle intervient, est supposée ne pas racheter davantage que 30 ou 33% d'une émission. Deuxième règle de proportionnalité, toujours aussi technique que la précédente, c'est que la Banque centrale européenne, ou plus exactement le système européen de banque centrale, constitué par la BCE à proprement parler et toutes les banques centrales nationales, le système européen de banque centrale a l'autorisation de racheter des titres souverains des États membres proportionnellement à la part du capital de la Banque centrale européenne détenue par ces mêmes États membres. Bon. C'est un peu, tu vois, c'est un peu chantourné, mais enfin voilà, c'est comme ça. Il se trouve que la BCE, dans ses opérations récentes, a envoyé dinguer successivement toutes ces règles-là. Les opérations récentes de la BCE auxquelles il fait référence ici, ce sont les mesures prises pour faire face à la crise du coronavirus, mais on y revient plus tard. Puis il y en a une troisième, mais alors celle-là, évidemment, elle est plus générale, plus filandreuse, et c'est pour ça que le juge constitutionnel allemand a cru bon de s'y accrocher. Cette règle de proportionnalité demande que les interventions de la Banque centrale européenne respectent une espèce de condition vague d'équilibre économique général et ne nuisent pas à certains agents de l'économie. Bon, alors là, à partir de là, on peut raconter tout et n'importe quoi, parce que ça, c'est le propre de la théorie économique. Elle dit papa-maman sur simple demande. Donc, on peut toujours raconter que telle chose a tel effet, ou alors l'effet inverse, etc. Ce qui permet de soutenir un grief dans à peu près n'importe quelle condition. Et ici, le juge constitutionnel allemand se fait à élaborer lui-même sa petite théorie économique, là, faite maison, quoi. Alors évidemment, c'est la théorie économique faite par des juristes, donc ça ressemble à rien, quoi. C'était encore plus disgracieux que de la théorie économique faite par des économistes. Bon, donc c'est comme ça. Ils disent, ah bah oui, non mais là, vraiment, c'est très embêtant, vous comprenez, parce que la Banque centrale européenne, elle rachète à tire-larigot, etc. Donc elle fait baisser les taux d'intérêt. Et dans ces conditions, elle nuit à ces pauvres épargnants allemands, aux retraités, etc.
et même les locataires. C'est comme si tout le monde finalement pâtirait de ce PSPP. Exact. Ah oui, alors là, on ne sait pas d'où ça sort, c'est n'importe quoi. Si tu veux. Alors non, mais là, on en arrive à ce que je disais à l'instant, quoi. La théorie économique permet de bâtir à peu près n'importe quel énoncé. C'est vraiment Playmobil, quoi. Hein. On peut allonger la liste des dommages collatéraux sur simple demande. Donc, ce qui fait que, bon, voilà, la très grande question de philosophie politique apparaît à la fin des fins se résoudre dans cette petite discussion de corne-cul, foutu n'importe comment, ça ressemble à rien, mais l'essentiel tout de même reste la grande question, qui elle ne perd rien de sa valeur. Hein. C'est la question des localisations de la légitimité et de la souveraineté démocratique politique dans l'ensemble des institutions européennes, c'est-à-dire en définitive la question de la nature politique de cette construction particulière, en quoi consiste l'Union européenne. Et ça, c'est une question qui est appelée à rester pour encore un moment. C'est quand même étrange que ce soit l'Allemagne, via ses juges suprêmes, qui pointe ce problème de légitimité démocratique structurelle de l'Union européenne. Oui, absolument. Il y a un paradoxe qui est tout à fait succulent, puisque l'Allemagne est, par excellence, en tout cas en matière monétaire, le pays de la banque centrale indépendante, qui est déjà en soi une anomalie démocratique considérable, et elle se trouve être, par ailleurs, le pays qui a mis l'ensemble des États membres sous ultimatum au moment de la négociation du traité de Maastricht pour imposer cette chose qui est absolument indéfendable en soi, à savoir la constitutionnalisation des principes qui encadrent la conduite de politiques publiques aussi importantes que la politique économique. Bon, je veux dire, la soustraction de la politique économique, c'est-à-dire de la politique monétaire et de la politique budgétaire à la délibération démocratique ordinaire est une anomalie politique vraiment de très grande ampleur. Et effectivement, c'est l'Allemagne qui en a été le principal ingénieur, pas le seul d'ailleurs. Je veux dire, au total, tous les États membres, y compris la France, ont fini par donner leur aval à cette construction qui était par ailleurs portée par tout l'air du temps, et je devrais dire toute la vague idéologique du néolibéralisme, dont elle a été l'expression pure et parfaite. François Langlais, lui, qui dirige le service éco de TF1 et LCI et tient chronique sur RTL, résumait les choses plutôt comme ça. Le fond du problème, vous savez, c'est toujours le même. L'Allemagne redoute qu'on lui fasse les poches. Autrement dit, elle redoute de payer pour les autres, et en particulier pour les pays qu'elle appelait naguère ceux du Club Med. C'est l'Italie, la Grèce, qu'elle accuse de laxisme budgétaire. J'aurais pu ajouter la France dans ce Club Med, parce que pour les Allemands, on n'est pas d'abord, et puis pour les Allemands, on n'est pas vraiment plus sérieux. Ouais, là, c'est épais comme à l'habitude, on ne va pas y passer 107 ans. Le tour discursif ou rhétorique le plus caractéristique, c'est la réduction morale des problèmes politiques, n'est-ce pas ? C'est toujours une affaire de comportement moral. Donc il y a les gens sérieux et il y a les feignants, il y a le courage versus le laxisme, etc. Donc on n'a à peu près aucune intelligence analytique des problèmes. Et cette absence d'intelligence se situant elle-même à l'intersection de deux tendances tout à fait caractéristiques des médias et du discours éditocratique. La première caractéristique étant cette espèce de postulation systématique que le public est con, donc on va lui parler comme à des cons. Et la deuxième caractéristique étant que les éditocrates sont eux-mêmes d'une telle indigence intellectuelle qu'ils n'ont pas à forcer leur talent pour tenir un discours supposément à l'usage de débiles, si bien que, comme souvent dans ce type d'affaires, les vrais débiles ne sont pas ceux qu'on croit, en tout cas pas ceux qu'ils croient. N'empêche que nous, on se sent un peu bête. On commence à saisir les enjeux du PSPP de la BCE et de l'opposition Allemagne-UE à ce sujet. Mais comment articuler tout ça avec les mesures annoncées par l'UE en ce moment pour faire face à la crise du coronavirus, ou plutôt à ses conséquences économiques ?
Milliards injectés dans l'économie, mutualisation des dettes, Corona Bonds, etc. C'est vrai qu'il y a une espèce d'avalanche de mesures, de packages, etc. Ça s'empile à un rythme tel qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Il faut essayer de mettre un peu d'ordre analytique là-dedans, dans l'ordre non chronologique. Premièrement, il y a l'initiative la plus récente, finalement, qui a été proposée par Macron et Merkel et qui consiste à l'émission d'une dette de l'Union elle-même. Deuxièmement, il y a la question de la mutualisation des dettes, mais des États membres, n'est-ce pas ? Ce qu'on a connu pendant la crise grecque sous l'appellation Eurobond, qui est revenu sur le devant de la scène avec l'épidémie sous l'appellation Corona Bond. Bon. Et ça, c'est autre chose, n'est-ce pas, que l'idée d'endetter l'Union. Troisièmement, il y a la question du rachat des dettes souveraines par la Banque Centrale Européenne. C'est ça l'objet du litige constitutionnel, avec comme sous-question celle de la conversion des dettes souveraines en, ouvrez les guillemets, dettes perpétuelles, n'est-ce pas ? Donc ça serait bien de prendre 2 minutes pour discuter de ça. Alors, là, il faut vraiment faire des différences analytiques, et la différence principale va passer entre les 2 premiers items, c'est-à-dire la dette de l'Union, les dettes mutualisées, d'une part, et d'autre part, ce que fait la Banque Centrale Européenne avec les diverses dettes qui sont émises sur les marchés obligataires, parce que là, on a affaire à des opérations qui sont fondamentalement différentes, qui sont fondamentalement hétérogènes, et qu'on ne peut absolument pas comparer les unes avec les autres. Première distinction proposée par Frédéric Lordon au sujet de la dette. D'un côté, une dette unique de l'Union européenne comme entité singulière, redistribuée sous forme de subventions, sous conditions. De l'autre, des eurobonds ou corona bonds, c'est-à-dire une dette commune, mutualisée des États membres, impliquant une forme de solidarité en cas de défaut de paiement de l'un d'eux. Alors, la dette, commençons par la dette de l'Union, l'initiative Macron-Merkel. Alors, je veux dire, d'abord à supposer qu'elle voit le jour pour de bon, hein, c'est-à-dire qu'elle soit définitivement validée par les autres États membres. Et bon, là, comme on sait, le gosse se présente par le siège. Hein. Il y a beaucoup une espèce de ligue de vertu qui s'oppose à des choses pareilles. On verra bien ce que ça donnera dans la suite du rapport de force intra-européen, mais pour l'instant, c'est pas très facile de le dire. En tout cas, ce qui est intéressant, et il faut le noter, c'est que l'idée d'endetter l'Union européenne elle-même n'a rien à voir avec l'idée des eurobonds, n'est-ce pas ? C'est vraiment pas du tout la même chose. Bon. En premier lieu, si l'Union, ici, s'endette à son titre propre, les fonds qui seront levés seront utilisés non pas pour être reprêtés aux États membres, mais pour leur être alloués sous la forme de subventions. Hein. L'Union européenne n'est pas en train de se transformer en armée du salut, n'est-ce pas ? Parce que toutes ces subventions seront allouées sous conditions, et les conditions sont toujours les mêmes, en réalité. Hein. Ce sont des conditions de respect des règles de l'ajustement structurel, etc., etc. Donc, ça sera des subventions, et ça ne sera pas de la dette supplémentaire, mais les conditions persévèrent à l'identique. Premier point. Alors, les dettes mutualisées, c'est autre chose. C'est un ensemble de pays, idéalement tous les pays de l'eurozone, qui se groupent pour réaliser une émission commune, par opposition à l'émission unique qui serait celle de l'Union européenne en tant que telle. Donc, les dettes mutualisées, c'est une émission commune qui permet d'instituer entre ces différents États membres un certain nombre de mécanismes de solidarité. Premièrement, la solidarité par les taux d'intérêt, puisque tous les États membres bénéficieront du même taux d'intérêt pour cette émission commune, cette émission d'eurobond ou de corona bond, ce qui fait que les pays qui d'habitude s'endettent aux taux les plus élevés bénéficieraient d'un effet de moyenne, n'est-ce pas ? Et donc auraient par cette entremise une espèce de remise sur les taux d'intérêt par rapport à ce qu'ils obtiendraient s'ils se présentaient seuls sur les marchés obligataires. Puis il y a un autre type de mécanisme de solidarité qui va avec ces eurobonds, qui est un mécanisme de garantie solidaire.
C'est la raison pour laquelle, en réalité, au moment de la crise grecque, enfin de la crise de l'euro, disons plus largement, hein, c'était pas que la crise grecque, n'est-ce pas ? C'est la raison pour laquelle ces eurobonds n'ont finalement jamais vu le jour. Et c'est la raison pour laquelle les Corona Bonds étaient à peu près aussi mal partis, c'est que la clause de garantie solidaire, évidemment, est difficile à avaler par les pays dont notre ami François Langlais dirait qu'ils sont les incarnations du sérieux. Donc ça, c'est la première chose. Et puis là, la ligne de partage est tracée à ce moment-là, et on rentre maintenant dans le domaine des interventions de la Banque centrale à proprement parler. Deuxième distinction au sujet de la Banque centrale européenne qui peut faire deux choses avec ces dettes dont on vient de parler. Soit les racheter, c'est l'objet du PSPP, soit les convertir en dettes perpétuelles, c'est-à-dire les annuler, où l'on comprend ce qu'est une banque centrale. D'un côté, on a des émissions de dettes souveraines par des entités politiques, soit les États membres, soit l'Union européenne elle-même. Et d'un autre côté, on a des opérations de politique monétaire consistant en rachat des dettes souveraines émises par ces entités politiques sur les marchés et qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle des opérations de prêteurs en dernier ressort, caractérisées elles-mêmes par le fait que la Banque centrale, en l'occurrence la Banque centrale européenne, intervient sans aucune limite théorique du volume de ces interventions, pour une raison extrêmement simple, qui est que la Banque centrale est une banque centrale. Une raison tautologique, mais profonde. Et la Banque centrale, par définition, par construction, elle est l'instance émettrice de la monnaie. Et l'émission de la monnaie par la Banque centrale, elle se fait ex nihilo, c'est un pur jeu d'écriture. Par conséquent, elle peut, en théorie, en principe, en émettre la quantité qu'elle veut, potentiellement, théoriquement, infinie. Évidemment, c'est une arme d'un calibre insurpassable. Lorsque une banque centrale se présente sur les marchés avec ce type d'intention, tous les investisseurs sont ramenés à la raison aussitôt, puisque les investisseurs, par définition, leurs moyens sont limités. Et ils vont entrer en conflit dans des opérations de marché avec un intervenant, la Banque centrale, dont les moyens sont, eux, illimité. Bon, là, on sait très vite qui va gagner, qui va perdre. C'est la raison pour laquelle, lorsque Mario Draghi, en 2012, avait dit « whatever it takes », c'est-à-dire la Banque centrale européenne interviendra pour sauver l'euro, quoi qu'il en coûte, quel qu'en soit le prix, c'est-à-dire en l'occurrence, quel qu'en soit le volume d'intervention requis, les marchés s'étaient affalés et la crise de l'euro avait été momentanément contenue, mais instantanément. Donc ça donne des effets qui sont très impressionnants. Et là, on voit bien à quel point ces opérations de prêteurs en dernier ressort conduites par la Banque centrale n'ont rigoureusement rien à voir avec toutes les petites opérations d'émission, de dettes mutualisées, etc. Je veux dire, on a affaire à des acteurs qui jouent pas dans la même catégorie, n'est-ce pas ? Il y a les émetteurs souverains qui émettent des quantités finies, pour autant d'ailleurs que les marchés financiers acceptent de leur prêter, n'est-ce pas ? Et puis, alors après, ils font leur petite cuisine à eux s'ils veulent, ils mutualisent ou ils mutualisent pas, enfin on s'en fout, c'est pas très important là en l'occurrence. Et puis de l'autre côté, il y a la Banque centrale qui, elle, sort le gun si vraiment elle estime que c'est nécessaire, et qui rachète des dettes, mais à partir d'une monnaie qu'elle crée elle-même, n'est-ce pas ? Si tu veux, la Banque centrale, par définition, n'est pas soumise à une contrainte financière d'avoir à lever préalablement des fonds pour les employer lors de ces opérations, etc. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Elle crée elle-même les moyens de ses propres interventions. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas ? C'est que la Banque centrale est une entité économique qui est absolument dérogatoire au droit commun des agents économiques. C'est vraiment ça, c'est le point tout à fait décisif. Alors là-dessus, on arrive à un thème qui est beaucoup discuté actuellement, qui serait celui de la conversion en dette perpétuelle des titres souverains rachetés par la Banque centrale européenne. Parce que, c'est très bien, la Banque centrale rachète des titres souverains. Du coup, la Banque centrale devient le créancier des États. Les États restent débiteurs, simplement,
ils avaient un premier créancier qui était les investisseurs sur les marchés financiers, et désormais, on a passé la patate chaude à la Banque centrale, qui devient le nouveau créancier auquel le débiteur souverain fait face. Bon, ça ne le dispense pas d'obligation de payer les intérêts, de rembourser, etc. etc. Et là-dessus, on dit, on va accepter que les États ne remboursent pas, et que la dette des États reste dans les livres de la Banque centrale, ad vitam aeternam. Alors, oui, mais non, enfin, c'est un peu un problème cette histoire, parce que c'est très bien, les États ne remboursent pas le principal. Bon, parfait, mais alors ils vont continuer à payer les intérêts, ad vitam aeternam. Si c'est ça, stricto sensu, la dette perpétuelle, c'est ça. Hein. Je veux dire, il y aura forcément une période de temps au bout de laquelle continuer à payer des intérêts, ça sera plutôt défavorable par rapport à avoir dû rembourser avant. Donc, la conversion en dette perpétuelle, si on prend les mots à leur valeur faciale, c'est pas une opération très très reluisante à la fin des fins. Évidemment, elle soulage pendant un certain temps, qui peut d'ailleurs se compter en décennies, hein. Mais c'est pas l'idéal. Alors, on voit bien que la conversion en dette perpétuelle est une espèce de mot écran pour dissimuler la chose qui est encore indicible, à savoir annulation pure et simple des dettes. C'est-à-dire, la Banque centrale rachète les dettes souveraines, et puis, au bout d'un moment, éventuellement très court, elle décide de les annuler. Alors là-dessus, François Langlais arrive, et puis il dit « Ah là là, mais non, mais attends, c'est très grave tout ça. C'est très grave parce que du coup, c'est la Banque centrale qui va prendre des pertes. La Banque centrale va prendre des pertes, elle va faire des pertes. Et alors, Mme Michu, il va falloir la recapitaliser, la Banque centrale. Et qui c'est qui va recapitaliser la Banque centrale ? C'est les États. Et si c'est les États, c'est le contribuable. C'est vous, Mme Michu, qui allez encore vous y coller. Etc. Alors, Mme Michu, elle les a à glagla, du coup, quand on lui raconte ça. Évidemment, c'est de la dernière connerie. Certes, ce sont les États qui ont fourni le capital initial de la Banque centrale européenne, mais c'était pourquoi ? Pour lui construire un building, acheter des ordinateurs, payer les premiers salaires, etc., etc. Donc, c'est en réalité, s'il est absolument certain que la Banque centrale prendrait des pertes quand elle annulerait les dettes souveraines, la Banque centrale se recapitaliserait elle-même, et toujours pour les mêmes raisons. La Banque centrale est cette entité économique qui a le pouvoir de s'auto-recapitaliser par création monétaire. Alors, je vais le dire de manière simple, hein, elle s'imprime des petits bifetons dans la cave, et elle se les donne à elle-même. Alors tout le monde se dit, mais c'est de la folie, c'est de la folie. Oui, mais c'est ça. La Banque centrale, c'est ça. Je veux dire, c'est ça la création monétaire à la fin des fins. Donc, cette histoire de recapitalisation de la Banque centrale consécutivement aux pertes qu'elle aurait faites en annulant les dettes souveraines, cette histoire de recapitalisation par les États, donc par les contribuables, aïe aïe aïe, ayez très peur, ce truc ne tient pas la route une seule seconde. Et c'est encore une des innombrables couillonnades qui sont émises dans le débat public pour foutre la trouille à tout le monde avec ces histoires de la dette. Oh là là, c'est horrible, la dette, c'est... Bon. Il faut bien se tenir surtout, et manger sa soupe. On voit mal pourquoi la cour de Karlsruhe, qui a trouvé à redire sur cette histoire de PSPP, ne trouverait pas à redire aussi sur cette histoire d'annulation des dettes. Et d'autant plus que le rachat des dettes est déjà une opération qui en elle-même donne lieu à un tel luxe de précaution, je veux dire de surveillance, par les institutions allemandes, l'opinion publique allemande, et à l'intérieur de cet ensemble, le juge constitutionnel allemand, que l'annulation des dettes, alors là, c'est le summum de l'horreur. C'est-à-dire, c'est vraiment la chose contre laquelle tous les traités, en définitive, ont été construits et configurés par l'Allemagne. Donc là, oui, il y aura une sacrée pilule à avaler, c'est certain. Le problème reste donc entier. C'est celui de l'UE sous hégémonie allemande, celui de la zone euro. Un problème largement documenté dans les colonnes du Monde diplomatique et sur le blog de Frédéric Lordon. Cela dit, dans une déclaration au Bundestag le 13 mai dernier, Angela Merkel tenait des propos assez surprenants. Je l'ai dit ici dans une précédente déclaration gouvernementale. Il n'est pas possible d'affirmer que les changements de traités européens sont à bout.
Oui, il faut être honnête. Il se passe quelque chose en Allemagne. Il se passe quelque chose. En réalité, moi, je pense que les élites allemandes sont toujours occupées à gérer un compromis extrêmement délicat entre, d'une part, préservation de leurs principes chéris d'organisation monétaire et, d'autre part, maintien de la construction européenne dans la continuité de son existence, en sachant que ces deux objectifs entretiennent entre eux une tension que la conjoncture, comme celle que nous vivons actuellement, peut rendre extrêmement vive, à l'image d'ailleurs de ce qui s'était passé pendant la crise de l'euro des années 2010. Le deuxième pôle du compromis, c'est-à-dire garantir la persévérance dans l'être de la construction européenne, semble prendre du poids dans la transaction d'ensemble. Et en effet, ce mouvement dont parle Merkel est un mouvement réel, on ne peut pas le balayer d'un revers de main. Et il a d'ailleurs trouvé de la substance sous plusieurs formes. Premièrement, il y a la révocation du dogme du déficit structurel nul pour le budget en général. Il y a cette initiative dont on a parlé tout à l'heure d'un package de 500 milliards d'euros correspondant à un endettement de l'Union européenne et qui serait employé sous la forme de distribution de subventions aux États membres qui en ont besoin. Et puis maintenant, alors, on est en train, Angela Merkel est en train d'évoquer la possibilité d'une révision des traités. Bon, modérons notre enthousiasme tout de même. Il reste un certain nombre de questions à se poser. Et ce seront les dernières questions pour aujourd'hui. Que nous puissions aller dans le sens d'une révision des traités, disons sur des questions, je ne sais pas comment dire, secondaires. Qu'est-ce que c'est le niveau des déficits admissibles ? Est-ce que on conditionne ce niveau des déficits non plus à une règle fixe, qui est totalement absurde en elle-même, mais modulée par des considérations conjoncturelles, etc., etc. Tout ça et pas complètement extravagant. Il faut reconnaître que d'où l'on vient, ça représente déjà un progrès significatif. Maintenant, la logique de fond des traités, à savoir, premièrement, la dédémocratisation de la politique monétaire confiée à une banque centrale indépendante. Deuxièmement, le choix de la déréglementation financière internationale, c'est-à-dire le choix de d'exposer les politiques économiques nationales à la surveillance des marchés financiers, eux-mêmes institués comme instance normative, instance disciplinaire, avec le succès qu'on sait, qui est vraiment très très puissant. Ces choix structurels-là ne seront pas remis en question par des réécritures de traités, quelle que soit la bonne volonté d'Angela Merkel en particulier et des élites allemandes en général. Or, c'est ça le fond de l'affaire, en réalité. C'est ça le fond de l'affaire. Et là, moi, je suis prêt à prendre les paris. Sur ces deux choses-là, il ne peut pas y avoir le moindre mouvement. Il ne peut pas y avoir le moindre mouvement parce que, d'une certaine manière, on a les éléments centraux qui ne sont pas propres à l'Allemagne et à elle seule, mais qui sont propres à l'organisation du monde vue du point de vue néolibéral, dont l'Allemagne est une réalisation en soi très puissante, mais le point de vue néolibéral, évidemment, il dépasse l'Allemagne. Il est dans la tête de Macron, il est dans la tête de la totalité des dirigeants des États membres européens à l'heure actuelle. Et puis, j'ajoute à ça que nous sommes là en juin 2020, nous voyons venir les dégâts économiques et puis budgétaires et financiers de la crise présente, mais ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore mordants. Moi, je nous donne rendez-vous, je ne sais pas, d'ici 1 an, quand ça va mordre pour de bon. Et alors là, on verra ce qui reste de la bonne volonté allemande pour refaire les traités, quoi. Donc on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge, je crois. Rendez-vous dans 1 an, quand ça va mordre pour de bon, avec Frédéric Lordon. On espère un peu avant tout de même. Et rendez-vous en juillet pour un nouvel épisode du podcast du Diplo.